par rapport à vos pratiques du débat, à nos pratiques du débat, et voir comment on pourrait partager tout ça. Bon, je vais lancer le PowerPoint. Ah ben non, attendez, non, je ne l'ai pas lancé. On recommence, pardon. Oui, par contre, il faut... Attendez, je suis désolée, je suis un peu... Voilà. Est-ce que vous le voyez? Non. Ça arrive. Excusez-moi, je ne suis pas toujours très à l'aise avec la manipulation. Toujours. Si, mais vous voyez mon écran. Karine, est-ce que tu veux bien voter pour moi? Bon, donc l'idée aujourd'hui, c'était un peu de réfléchir à comment est-ce qu'on allait pouvoir gérer un débat en classe, plus spécialement avec des élèves du secondaire. Mais bon, les techniques de pratique de débat, elles peuvent être aussi, elles sont tout à fait applicables avec des groupes d'étudiants ou d'adultes. Hein. C'est des techniques d'animation, donc après c'est transposable avec des gens qui pourraient travailler à l'ULB. Donc, le débat va permettre d'ouvrir une discussion à plusieurs points de vue et progresser. Donc, on va essayer de progresser au fur et à mesure de la discussion pour dresser un tableau approfondi du sujet. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut vraiment insister avec les élèves, c'est que dans un débat, on va chacun apporter des arguments et des éléments, mais qu'on n'essaie pas forcément d'avoir raison, on n'essaie pas d'imposer sa conviction. Et donc, c'est pour ça qu'on va prêter beaucoup d'attention en fait, au cadre qu'on va établir pour organiser ce débat. Des techniques peut-être pour mettre en place un débat en classe, ce serait en fait de faire préparer ça à l'avance. Par exemple, si on utilise Classroom, on pourrait travailler avec un mood board, et donc on lancerait un sujet où ça pourrait être une image, comme par exemple ici, vous voyez, donc il y a 2 dessins de Banksy, on pourrait lancer un des 2 dessins et en fait demander aux jeunes et aux élèves de réfléchir et de leur demander ce que ça pourrait leur évoquer. Et donc, le premier dessin que vous avez en haut, c'est pour poser la question de l'armement, et le dessin que vous avez en bas, c'est pour insister sur la discrimination. Et donc, si vous donnez en fait des images comme ça, genre une semaine avant la date où vous voulez faire votre débat, voilà, il y a des éléments qui vont se rajouter, chacun va pouvoir un peu réfléchir, apporter des choses, et en fait, les arguments vont se créer pendant cette période. Et quand vous arriverez au débat, les jeunes, en fait, auront des choses à apporter, quoi. Donc ça, c'est une des techniques qu'on aime bien utiliser, c'est vraiment travailler ça en amont, en fait. Pas arriver le jour même sans rien. Si vous n'utilisez pas d'espace numérique, tout simplement une affiche, en fait, hein, une affiche qu'on colle à un mur, qu'on colle sur un des murs de la classe, une affiche blanche, et on les laisse s'exprimer. Voilà. Une autre chose sur laquelle on voulait insister, c'est que ça paraît peut-être un peu bateau, mais c'est l'importance aussi de ne pas se lancer dans un débat sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Parce que, en tant qu'animateur de débat ou animatrice, votre rôle, c'est pas d'intervenir, en fait. Mais il y a toujours des moments où il y a des contre-vérités qui peuvent sortir, ou alors il y a des points théoriques qui sont pas clairs et tout ça, et il faut juste savoir, en fait, y répondre à ce moment-là. Donc, on peut essayer de se lancer en maîtrisant pas, mais c'est quand même un petit peu casse-gueule. Donc voilà. Donc, pour se lancer dans un débat, il y a différentes étapes. Alors, nous, ici, on vous propose un schéma, et c'est évidemment pas une vérité absolue. Ceci étant dit, si vous passez par ces 6 étapes, vous pouvez déjà être sûr d'avoir quelque chose de bien construit. La première chose, c'est comme l'avait évoqué Péroline, c'est de se préparer. Parce que sinon, si vous lancez un débat alors que les élèves n'ont pas encore vu ce type de matière, n'ont jamais eu ce sujet entre les mains,
ils vont sortir des platitudes et le débat va mourir dans l'œuf. Il va pas se développer. Donc, idéalement, on le prépare un petit peu à l'avance, on leur demande de réfléchir, ou on le fait en fin de séquence d'un cours. Donc, quand ils ont déjà eu de la matière et quand ils ont déjà pu se forger une opinion sur la thématique en question. Donc ça, c'est la préparation de la classe, mais il y a aussi votre préparation à vous, puisque se lancer dans un débat sur lequel on maîtrise pas, on va pas dire tout, hein, parce qu'on ne maîtrise pas tout sur tout, mais on ne sait pas donner des arguments et relancer la discussion, ça va aussi être un débat qui risque vite de piétiner. Donc c'est la première étape, c'est se préparer. Alors c'est se préparer soi, préparer sa classe, mais aussi préparer le local dans lequel on va mener le débat. Parce qu'en fonction de la configuration des lieux, vous allez avoir un débat qui va totalement se mener différemment. Si vous le mettez en mode classe, c'est-à-dire en rangée où les élèves finalement ne se voient pas tous, vous allez avoir une interaction plus difficile que si vous les mettez en rond, par exemple. Où là, l'interaction sera aussi plus frontale, donc ça peut être plus difficile si vous avez des classes assez timides et qui ne se connaissent pas encore assez bien. Donc, on va y revenir, mais vous avez différentes formes d'organisation de l'espace qui va avoir un impact sur le débat. Ensuite, il faut poser le cadre, mettre des règles. Alors, il ne faut pas en mettre de trop parce que sinon, il risque de ne même pas oser prendre la parole, mais il faut quand même fixer un cadre assez strict pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent s'exprimer en sachant que, par exemple, tout ce qui est dit en classe ne sortira pas de la classe. Qu'ils peuvent aussi s'exprimer sans être jugés. Tout ça, ça fait partie des choses aussi importantes qui vont aider à libérer la parole. Ensuite, il faut faire émerger les représentations, parce qu'on a tous une première idée qui va évoluer au fil du débat, mais il est important de commencer le débat simplement en disant « Allez, allons-y, lançons-nous et dites-nous tout ce qui nous passe par la tête sur ce sujet-là ». Ensuite, on installe le débat, ça on vous expliquera, il y a différentes façons d'installer le débat et de le faire vivre. Et ensuite, toujours conclure, ça c'est vraiment très très important puisque le débat a une importance pédagogique et donc il faut le conclure pour simplement aboutir à quelque chose de concret et votre débat c'est votre matière, donc quelque part vous devez faire une conclusion pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent en retenir et ce à quoi on a abouti à travers la discussion qui a eu lieu. Si je reviens sur est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire? Oui, je pense que c'est bon. On voulait juste revenir sur le point de l'aménagement de l'espace. Ça peut paraître un peu cavalier, mais le fait d'avoir un espace qui est adapté à la parole qu'on veut donner, c'est quand même important. Parce que nous, en tant qu'enseignant, on a l'habitude d'être face à son groupe et les élèves assis face à nous, derrière des bancs et tout ça. Si on veut que la parole se libère et qu'il y ait des choses constructives qui sortent, il ne faut pas hésiter en fait à bouger le mobilier, quitte à aller dans un local différent, parce que mener un débat avec en frontal face aux élèves, ça ne va pas. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez, le plus basique, hein, c'est le tour de cercle. Hein, on met les tables sur le côté, on met les élèves en rond, et on va demander en fait à chaque élève, on choisit un élève, et après on fait le tour de... Non, on va dans le sens des aiguilles du nom, pardon, et on s'assure en fait que tout le monde parle. Ça, c'est si on a vraiment une volonté d'entendre tout le monde. Une autre technique qui va peut-être plus fonctionner avec des gens qui ont l'habitude d'argumenter, c'est le pop-corn. Donc là, l'idée, c'est que n'importe qui peut prendre la parole quand il ou elle le souhaite. C'est juste que voilà, cette technique va demander un peu plus de modération, mais toujours donc dans une dynamique, on est tous en rond et chacun intervient en levant sa main, en prenant le bâton de parole et compagnie. Voilà. Si vous voulez vraiment travailler en mode classe, alors pour poser le cadre, on peut utiliser des post-it aussi. Hein, ou alors si vous avez des groupes qui ne sont pas à l'aise avec l'oralité, ça peut bien marcher, c'est de leur donner chacun 3 post-it et de leur demander qu'est-ce qui vous aiderait à participer à une discussion sereine sur un sujet, de développer des argumentaires et tout ça. Et donc, chacun écrit sur un post-it et après, on va le mettre au tableau et on développe une charte. Voilà, ça, c'est 2 techniques. Il y a
La technique de l'aquarium. Alors, la technique de l'aquarium peut être utilisée à 2 égards. Alors, vous pouvez utiliser la technique de l'aquarium pour simplement poser les règles du débat ou pour mener un débat. Alors, je vous explique ce qu'est l'aquarium. L'aquarium, c'est un double cercle. Il y a un cercle intérieur où aura lieu le débat et un cercle extérieur duquel les participants vont, participants d'ailleurs, duquel les élèves vont observer ce qui se passe au niveau du débat. C'est pour ça qu'on appelle ça l'aquarium. Donc, au centre, on a les poissons et autour, on a les personnes qui observent. Alors, ce qui va se passer au centre, c'est qu'une personne qui veut prendre la parole dans le débat va venir du cercle extérieur et venir dans le cercle intérieur pour prendre la parole. Et petit à petit, les personnes qui veulent intervenir vont venir se rajouter dans ce cercle intérieur. Alors, comment ça va se réguler? Ça va s'autoréguler, en fait, parce que dès qu'une personne ne prend plus la parole, elle va revenir dans le cercle extérieur. Et ainsi de suite. Comme ça, vous avez aussi un déplacement corporel et donc on s'engage dans le débat. Donc, c'est aussi cette particularité de vraiment s'engager dans la discussion. Et le fait d'avoir le cercle extérieur, ça permet aussi aux personnes de voir, OK, quand on ne s'écoute pas ou quand 2 personnes parlent en même temps, on constate bien que finalement, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, ça va aussi les mener à s'autoréguler quand eux-mêmes viendront participer au débat. Ils diront, OK, quand j'observais, je me rendais bien compte que quand 2 personnes parlaient en même temps, ça ne fonctionnait pas. Eh ben, j'éviterai de prendre la parole en même temps que quelqu'un d'autre. Donc, ça permet aussi d'établir les règles du débat simplement par cette observation extérieure. Mais ça permet aussi de mener un débat une fois que ces règles ont été posées. Donc, ce double cercle, cette technique de l'aquarium peut vraiment avoir 2 fonctions. Pour poser les règles et pour mener le débat. Oui, une autre façon de faire, ce serait de faire des carrés de table. C'est une activité qui s'appelle le Word Café. Donc là, en fait, on pose une question de débat par table. Donc soit, comme sur l'illustration, là, il y a des flipcharts sur des tableaux blancs, ou alors sur la table, vous mettez une grande affiche blanche avec la question. Et en fait, on divise le groupe en sous-groupes et on leur dit, vous avez un quart d'heure pour noter des éléments, pour réfléchir à cette question. Et au bout du quart d'heure, il y en a un qui reste et les autres, en fait, vont à la table suivante. Et ainsi, jusqu'à ce que tous les groupes aient fait toutes les tables. Voilà, ça, c'est la technique du Word Café. Voilà, ça marche assez bien quand voilà, on a peut-être plus en début de séquence ou alors vraiment pour faire émerger des choses parce que il y a un groupe qui va penser à un argument, une idée, et puis le suivant, il aura vu ce que le groupe d'avant a noté, donc ça va lui faire rebondir. Donc, dans une dynamique de co-construction, ça fonctionne assez bien. Selon le même principe, mais là c'est 2 par 2, il y a une activité qui s'appelle le speed dating. Et donc là, c'est pas des groupes qui se rencontrent, mais c'est à chaque fois 2 personnes. Et donc, 2 personnes qui se rencontrent sur une question de débat, qui débattent, et au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, mais le speed dating, c'est mieux, ça va plus vite. 10 minutes, pouf, on rechange les duos. Et comme ça, voilà, ça leur permet de rencontrer plein de gens, enfin d'avoir plus d'interactions, pardon, et voilà, ça donne plus de profondeur aussi aux discussions, et c'est peut-être plus facile aussi avec des groupes où ils ont plus de mal à s'exprimer en public, ou alors ils sont pas sur d'eux et tout ça. Vu que là, ils sont en duo, ça rend les choses plus faciles, et l'animateur ou l'animatrice n'a qu'à passer en fait et écouter un peu ce qui se passe, mais franchement, souvent, ça marche super bien. Si vous avez l'opportunité d'avoir un espace complètement dégagé, il y a une activité qui s'appelle le débat mouvant. Et donc là, cette activité-là, elle est bien en fin de séquence, quand les élèves ont déjà pas mal de matière et d'arguments sur un sujet. Donc vous mettez tout le groupe face à vous, debout dans le fond du local, et vous donnez une affirmation. Donc là, c'est pas une question, c'est une affirmation qui est plus ou moins ambiguë, qui est pas forcément évidente à comprendre à la première audition. Et vous leur dites à gauche ceux qui sont d'accord avec ce que je raconte et à droite ceux qui ne sont pas d'accord. Mais on ne peut pas se mettre au milieu, puisqu'au milieu, comme vous voyez sur l'illustration, c'est la rivière du doute. Donc soit on n'est pas d'accord, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Et donc on leur laisse quelques minutes pour se positionner. Et après, on va demander à un des participants, participantes
qui étaient d'accord avec la proposition de donner un argument, et après un qui n'était pas d'accord. Et en fait, l'idée du débat mouvant, c'est qu'en écoutant les arguments des uns et des autres, on peut changer de position. Type d'affirmation qu'on pourrait donner dans un débat mouvant, nous, on le fait sur des sujets comme la démocratie ou alors la colonisation. Et par exemple, sur la colonisation, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? La colonisation n'a pas eu que des effets négatifs. Voilà. Donc ça, c'est une phrase qui est ambiguë. Et on va voir, comme il y a une double négation, on va voir comment il se positionne. Et voilà. Donc ça, c'est le débat mouvant. Ça marche assez bien avec des élèves à partir du 2e, 3e degré, et avec des groupes d'adultes, ça marche aussi très très bien, parce qu'en fait, on peut parler de n'importe quel sujet, et voilà. Est-ce que vous auriez, vous, peut-être d'autres mises en place de débat que vous avez déjà pu tester dans vos classes? Nadine, j'ai vu que tu avais levé la main. Je ne sais pas si tu voulais réagir. Oui, en fait, j'avais une question, je l'ai mise dans le chat, mais c'était par rapport à la disposition en aquarium. Je me demandais si vous mettiez un nombre équivalent de chaises par rapport au nombre de participants, ou bien si, par exemple, si on a 10 élèves, vous mettez que 5 chaises au centre du débat, et comme ça, on est obligé d'attendre qu'il y ait une place qui se libère. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est un nombre restreint, puisqu'on sait que si vous avez 10 élèves, vous mettez 10 chaises au centre, au bout d'un moment, ils seront tous les 10 au centre, oui, et la technique n'a plus lieu d'être. Donc, effectivement, c'est la moitié du groupe maximum. C'est la moitié. Ouais. Merci. Catherine, pour ta part, as-tu déjà pu exercer des techniques de débat en classe ou par ailleurs? En fait, j'ai juste mis en cercle, donc j'avais pas vraiment de technique à ce moment-là, mais ça fait déjà un bout de temps que j'ai fait des débats, et donc j'en ai pas fait beaucoup. J'en avais fait il y a quelque temps un ou deux, mais je sentais que j'avais pas, c'était toujours la même chose en fait. Je ne connaissais pas toutes ces techniques différentes en fait. D'accord. Bah, voilà, c'est pourquoi de ma présence ici. Bon, voilà, je regardais dans les différents... mais avec le post-it, moi j'ai déjà participé à un débat où on nous avait donné des post-it en fait. C'était une formation enseignant, et on nous avait d'abord demandé d'écrire certaines choses sur des post-it. Donc en tant que participante, j'avais déjà utilisé les post-it en fait. Voilà. Oui, ça peut être une bonne amorce pour un débat, hein, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut dépasser aussi le post-it et Voilà. la parole aussi, hein, parce que si on se limite au post-it, c'est vite creux. C'est vite creux. C'est juste que ça permet peut-être voilà, de lancer des jeunes qui seraient moins à l'aise avec la prise de parole. Mais il y a d'autres techniques aussi, hein, pour lancer des groupes qui sont moins à l'aise. Vous pouvez faire des energizers, tout simplement. Donc par exemple, on met tous les élèves en cercle, debout, et on fait une activité genre, comment ça s'appelle? Prénom-geste. Donc, je donne mon prénom, je fais un geste. Ma voisine de gauche va donner son prénom, faire un geste, mais avant de faire le sien, elle va faire le mien. Et en fait, ça fait tout le tour. Au bout d'un moment, il y a tellement de noms et tellement de gestes que voilà, ça devient, on se trompe un peu. Et ça détend l'atmosphère. Il y a plein de petits exercices comme ça pour détendre l'atmosphère. Et c'est vrai, quand on est en école, on n'ose pas forcément se lancer là-dedans, parce qu'on se dit que les groupes vont partir en cacahuète. Mais en même temps, pour lancer des débats et être sûr d'avoir des élèves qui osent prendre la parole, c'est quand même intéressant. Et ce genre de choses, ça marche aussi avec les adultes, hein. Moi, je donne des animations enseignants, et je leur fais faire, hein. Alors, au début, ils sont un peu... oui, nous... mais en fait, ils le font, et ça, voilà, ça décoince les relations, quoi. Surtout quand ils ne se connaissent pas. Hein. Oui, c'est clair. Donc, on va continuer. Donc, on va poser le cadre, parce qu'il faut toujours poser un cadre pour un débat, pour simplement être sûr que
pour être sûr que ça ne dérape pas, parce que ça peut très très vite déraper, surtout sur des sujets un peu sensibles, comme la colonisation dont Caroline parlait tout à l'heure. Alors, une possibilité pour mettre en place les règles, c'est de les faire, d'établir ces règles avec le groupe. Il est idéal d'ailleurs de le faire, d'établir les règles avec la classe lors d'un premier débat et de garder ces règles après pour toute l'année scolaire. Ou si c'est dans le cadre d'une formation ou d'un workshop, les établir dès le départ en sachant qu'on fera plusieurs débats ou qu'il y aura plusieurs discussions et ça permettra de réguler toutes ces discussions par la suite. Alors, il faut aussi établir des rôles, puisqu'il y a des rôles très très importants. D'abord, le rôle du président qui va gérer le débat, qui va gérer les règles. Alors, souvent, c'est l'enseignant, évidemment, qui joue ce rôle de président et qui veille au bon suivi des règles du débat. Il y a aussi un secrétaire. Alors, le secrétaire, ce n'est pas un rôle à dénigrer, loin de là, c'est même un rôle essentiel, puisqu'il va prendre note des idées principales et faire la synthèse en fin de séquence. Alors, même si en tant que président, vous pouvez aider à faire cette synthèse, le secrétaire doit vraiment pouvoir prendre des notes. Et c'est d'autant plus important si vous êtes dans une configuration World Café ou Speed Dating, où là, vous avez une personne qui reste fixe à la table. Et donc, elle doit pouvoir dire d'un groupe à l'autre quelles ont été les idées principales qui ont été émises, puisque vous, en tant que président, vous ne serez pas à toutes les tables. Donc, c'est un rôle très, très important. Il faut tabler sur des élèves qui sont assez structurés et qui ont une bonne prise de notes et qui oseront après prendre la parole pour indiquer ce qui a été dit. Et ensuite, le maître du temps. Maître du temps, c'est aussi un rôle important puisqu'il y aura un temps par personne chaque fois qu'elle intervient dans le débat, mais aussi un temps global du débat. Vous avez une période de 50 minutes de cours. Votre débat, il ne peut pas durer 1h20. Sinon, vous allez... vous savez bien, la récré, c'est sacré, donc de toute façon, l'heure, c'est l'heure, eux partiront, même si votre débat n'est pas terminé. Donc, maître du temps, c'est très, très important, surtout pour pouvoir tirer une conclusion qui, comme je le disais en préambule, au préalable, c'est que il faut tirer une conclusion, sinon votre débat, voilà, il va flotter et il n'aura pas servi à grand-chose. Donc, une activité qu'il est possible d'utiliser pour poser ce cadre, c'est le World Café, tout simplement. Donc, vous allez sur différentes tables indiquer, leur faire réfléchir, voilà, quelles sont d'après vous les règles du débat démocratique, sur une autre table, vous pourriez mettre une question, quels sont les dérapages et dérives qui peuvent avoir lieu lors d'un débat. Ça peut aussi être une question, à quoi ça sert de débattre? Et donc, le fait d'utiliser le World Café, vous allez construire, donc il reste 10 minutes par table, par question, ils vont construire ensemble les règles du débat. Vous allez utiliser le débat finalement pour créer les règles du débat. Alors, au niveau des règles, une fois que vous les avez établies, différentes choses. Vous avez le mind mapping pour les maintenir en classe, donc avec les différentes règles. Vous avez le poster qui reste en classe, hein, ça c'est l'idéal, ou alors vous pouvez le mettre sur un mood board dans Classroom si vous n'avez pas une classe établie. Ou alors la charte qui garde dans leur cours. Personnellement, moi j'utilisais la charte qui gardait dans leur cours, comme ça ils l'avaient toujours. Catherine, tu as une question, une intervention? Oui, en fait, dans les différents rôles, le maître du temps, vous conseillez de mettre un élève aussi? Moi, je conseille de mettre un élève parce que ça permet de responsabiliser un élève. Si vous savez que j'avais dans une classe, par exemple, quelqu'un qui était à la limite de l'autisme et qui, de toute façon, n'allait pas participer au débat, mais lui donner le rôle de maître du temps, ça l'oblige aussi à être attentif au débat et de suivre ce que disent les différentes personnes pour qu'elles ne dérapent pas et ne monopolisent pas le temps, et aussi veiller à ce que le débat ne soit pas trop long et qu'on puisse faire la conclusion. Oui, moi, je donne ça à un élève. Ça permet de le responsabiliser, ou un élève turbulent, hein, quelqu'un qui, justement, monopoliserait ce temps. Lui donner ce rôle de maître du temps permet aussi de le canaliser. Mais alors, cette personne, elle ne peut pas intervenir dans le débat facilement, en fait. Si, hein. Si, elle peut participer, si, tout à fait, elle peut participer au débat, mais à ce moment-là, en tant que président, à vous aussi de veiller qu'elle ne déborde pas de son temps de parole. Et alors, donc en fonction du nombre d'élèves, on lui dit à l'avance autant de temps par élève, par personne. Voilà, et ça fait partie de votre charte, hein. Ça fait partie des règles que vous établissez. Ok.
Merci. Merci, Catherine. Donc, on disait différentes façons de mettre ces règles en lumière. C'est donc le mind map, le poster ou la charte. Ok. L'idée dans la charte, ça va être de proposer des balises concrètement à quoi. Bon, ça se construit avec les élèves et tout ça, mais vous guidez le groupe, donc vous avez quand même en tête des choses auxquelles vous voulez arriver. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme balises qu'il faudrait retrouver, voilà, des thèmes qu'il faudrait retrouver dans toutes les chartes ou les conventions que vous pourriez passer avec vos élèves, c'est que par exemple, on peut exprimer son désaccord par rapport aux idées de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'on est contre cette personne. Nous, en tant qu'adultes, on l'a bien intégré, mais on sait que c'est un apprentissage, voilà, surtout si vous voulez faire des débats avec des élèves du premier ou du deuxième degré en secondaire, c'est vraiment important que ce soit bien clair pour eux, quoi. Une seule personne qui parle à la fois, évidemment, parce que parfois on s'enflamme dans un débat et donc on veut intervenir et on coupe la parole et ça donne quelque chose de totalement inaudible. Donc, ce qui fonctionne bien, c'est le bâton de parole, évidemment. Donc là, on choisit un objet. Donc, soit c'est un bâton, un objet que vous construisez avec le groupe, voilà, qui deviendra le bâton de parole de la classe, ou alors c'est bêtement une latte, en fait, hein, ou un stylo, ou, voilà. Et donc, la personne qui parle, en fait, doit avoir cet objet dans la main. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah oui, et pour donner son approbation, enfin pour dire qu'on est d'accord avec quelqu'un, faire comme quand on était en Teams, hein, d'agiter les mains et pas commencer à applaudir ou alors à faire de ouais, non, tranquillement on agite les mains. On essaie de s'exprimer de manière concise, hein, donc pour laisser justement le temps de parole à tout le monde, et de bien expliquer que tout ce qui est dit dans la discussion reste dans le local, dans le groupe, hein, ça évitera des conflits qui pourraient déborder par la suite. Chacun doit avoir la possibilité de s'exprimer sans malaise, donc ça c'est aussi important de bien éclaircir ce point avec les jeunes que si un malaise apparaît, les jeunes doivent pouvoir l'exprimer librement, sans jugement de la part des autres. Donc, on crée vraiment une safe place, hein, où la bienveillance est de rigueur. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses auxquelles il faut insister fort avec les adolescents, parce qu'ils sont sensibles à ça, et voilà, c'est important pour qu'ils puissent s'exprimer librement. La participation doit rester libre quand on est vraiment à la phase de débat, parce que y a des thématiques qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Il y a parfois des thématiques qui peuvent mettre mal à l'aise aussi. Et on n'est pas là pour obliger un jeune ou une jeune à s'exprimer sur des choses qui pourraient le mettre mal. Donc la participation est libre. Donc maintenant, on va voir du coup quel est vraiment le rôle de l'animateur ou de l'animatrice de débat. Ça va être vraiment de poser le cadre. On en revient toujours avec une histoire de cadre. Donc, quand on met les jeunes en débat, c'est qu'on sort du cours ex cathedra, donc c'est pas vous qui allez parler, ce sont les jeunes. Donc, vous essayez le plus possible de vous mettre en retrait, mais il y a des choses qui ne passent pas. Si on tient des propos inaudibles, alors qu'est-ce que j'entends par inaudible? Qui en fait ne respectent pas la loi. Donc des propos xénophobes, homophobes, antisémites, négationnistes, enfin voilà, dès qu'il y a cette limite qui est franchie, on arrête le débat et on explique bien, calmement, ce propos, tu ne peux pas le tenir. Hein, donc là, on peut peut-être revenir avec parler de la loi Moreau sur la xénophobie et le racisme. Voilà, ça c'est vraiment la limite qu'on ne peut pas laisser dépasser. Le rôle de l'enseignant, évidemment, ne pas donner son avis. Alors c'est pas évident parce qu'on a l'habitude évidemment de donner, de parler face au groupe toute la journée, tout ça, mais là il faut vraiment essayer de rester en retrait, et le fait de ne pas donner son avis,
ça va aider en fait les jeunes à se positionner, parce que quand on a un discours d'autorité, une position d'autorité et qu'on donne son avis, voilà, votre avis prend plus de place. Donc c'est important de ne pas se positionner, faire avancer la discussion, hein, quand on voit que ça rame un peu, la relancer, identifier les arguments qui vont nourrir des positions, reformuler, hein, ça va surtout être ça, résumer les idées principales, faire des synthèses, savoir réagir aux arguments développés. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est un peu un rôle de guide, quoi, mais c'est ressortir les idées principales pour que eux puissent débattre. Maintenant, on va vous parler du projet d'Evagora. J'en parlais un petit peu tout à l'heure là. Karine, nous explique d'Evagora. Oui, tout à fait. Alors, on va vous proposer plusieurs outils donc, pour apprendre à débattre. Alors ici, sur l'adresse Internet que vous voyez ici à l'écran, mais aussi sur le site du Bellevue, vous allez retrouver l'outil d'Evagora qui peut vous aider justement à avoir différents types d'animation ou de préparation au débat. Alors, Debagora, c'est un projet qui dure une année scolaire. On est dans la première année donc, de ce projet-là. C'est un projet qui s'adresse aux écoles francophones de Bruxelles, les élèves du 3e degré principalement. Et ce projet vise à développer une parole politique. Donc, on va apprendre aux élèves à débattre, mais à débattre dans le champ du politique. Et cette année, le thème du débat, ce sont les inégalités. Donc les inégalités sous toutes ses formes. Chaque école, chaque groupe a choisi une inégalité, que ce soit une inégalité de genre, inégalité de salaire, inégalité... Enfin, il y a énormément de types d'inégalités et ils ont eu beaucoup d'imagination, en tout cas à ce niveau-là, et on était très surpris d'ailleurs de la richesse de ce qu'ils ont pu développer. Donc cette année-ci, on a 20 classes qui participent au projet, donc plus ou moins 400 jeunes, qui vont se voir, en tout cas ici, une 3e fois. Donc, ils se sont vus à 3 reprises. La première fois, ils ont donc défini leurs problématiques sur le thème des inégalités et ils l'ont enrichi en rencontrant des personnalités politiques. Ça, c'était une première étape. La deuxième étape, ça a été de choisir une méthode de présentation de l'inégalité qu'ils ont mis en avant et de la réflexion qu'ils ont posée sur cette inégalité. Donc on leur a proposé, ils ont rencontré une personne qui les aide à faire du montage vidéo, une personne qui leur a appris à faire des bandes dessinées, donc un dessinateur qui est venu, personnes qui font du théâtre pour leur apprendre à avoir une prise de parole politique. Enfin voilà, il y a toute une série de techniques qui leur ont été proposées et maintenant ils doivent eux-mêmes se saisir d'une de ces techniques pour présenter le fruit de leur réflexion qui sera présenté aux 400 élèves ici au mois d'avril. L'année prochaine, vous aurez un nouveau projet, donc si vous voulez inscrire votre classe ou si vous connaissez des enseignants qui pourraient être intéressés. De Bruxelles. De Bruxelles, oui. Allez-y, surtout n'hésitez pas. Ceci dit, même si vous n'êtes pas dans une école bruxelloise, cet outil-là, Debagora, toutes les animations, les techniques, etc. qui sont proposées, vous pouvez les trouver gratuitement ou sur notre site web ou sur le lien ici que vous voyez à l'écran. Voilà, et donc dans le manuel d'Evagora, vous avez effectivement plein d'animations qui sont décrites avec le timing, les classes, le matériel. Donc c'est très facile à utiliser. Voilà, là vous avez une photo donc, de notre musée Bellevue. Donc on est en plein cœur de Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'on a mis une photo? Parce qu'on voulait vous présenter un de nos workshops. Donc on accueille en fait des classes du 3e degré toute une journée. Donc le matin, en fait, on est dans le musée, dans l'expo permanente. Et en fait, si vous voulez, l'expo permanente, c'est sur la Belgique et son histoire autour de 7 thématiques. Et donc, on répartit la classe dans les différentes salles. On leur donne un personnage fictif qu'ils vont devoir incarner et ils vont devoir présenter la salle au reste de la classe. Et donc, en fait, ils deviennent un peu des experts de la salle thématique sur laquelle ils ont dû travailler. Ce qui va nous permettre l'après-midi, en fait, de travailler sur des joutes verbales en lien avec la démocratie.
c'est plus la démocratie que l'histoire de la Belgique d'ailleurs. Et donc on fait tous des exercices de joute verbale pour arriver à une grande joute verbale en fin d'après-midi. Donc c'est que des exercices pour apprendre à débattre. La théorie, les concepts, tout ça, ils les auront vus le matin dans le musée, et l'après-midi, ils débattent sur ces questions. Donc si vous n'êtes pas encore trop à l'aise par rapport à comment faire pour mettre une classe en débat et tout ça, comment commencer, ça peut être un bon moyen, c'est de venir faire ce workshop avec nous ici. Comme ça, on vous montre en fait les techniques d'animation du débat, les joutes verbales, et puis après, vous serez plus à l'aise peut-être pour le faire en classe par après. Petite information peut-être importante par rapport à ça, tous les workshops qui sont proposés par le Bellevue sont gratuits, hein, bien entendu. C'est sur inscription, mais c'est totalement gratuit.